Hello tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien, je suis hyper contente et excitée de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La 4e vidéo déjà de ma série sur la fan culture. Si vous n'avez pas vu les 3 premières, elles sont toutes en barre d'infos et dans la playlist correspondante qui sera aussi dans le petit i. Aujourd'hui pour ce 4e épisode, je vous propose qu'on parle de crush célèbre, du concept de White Boy of the Month et plus généralement de ce que le fait que d'être amoureux ou attiré par des célébrités ou des personnages fictifs veut dire de nous et comment ça nous permet de nous construire notre identité. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Avant toute chose, j'aimerais bien préciser pourquoi est-ce que dans cette vidéo on va majoritairement parler de jeunes fans féminines et de célébrités masculines. Et bien c'est tout simplement parce que c'est le schéma le plus courant, le plus récurrent, tout simplement parce que la majorité des fans qui vont exprimer une attirance pour un artiste sont tout simplement des femmes, et également parce que l'industrie culturelle et créative sont forgées dans le système de l'hétérosexualité et donc ont pour but de produire des produits littéralement culturels et artistiques qui vont tout simplement être attirants pour la cible majoritaire qui sont les jeunes femmes hétéros. Quand je vous ai sondé par exemple sur vos celebrity crush, alors que j'avais pas précisé le genre, 95% de vos réponses c'était des hommes et vous étiez des femmes, donc voilà, c'est juste pour ça aussi que j'analyse ce type de schéma parce que c'est le plus récurrent et celui que j'ai eu le plus l'occasion, la possibilité d'analyser. En introduction, j'aimerais qu'on parle du fait que être fan c'est aussi aimer sa célébrité favorite. Ce n'est pas que aimer un produit, aimer sa production. Si la fan culture est aussi puissante, et ça je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est qu'il n'y a pas que le produit et la chanson, le film, l'épisode de série, il y a aussi la personnalité et l'artiste qui va le prendre en charge finalement. Lorsque l'on est fan d'une célébrité, il n'est pas donc rare du coup de confondre ce sentiment avec de l'amour. En effet, être fan d'une célébrité, souvent ça arrive à un âge assez jeune. La grande majorité des fans les plus intenses, c'est plutôt des adolescents ou des jeunes adultes. Et du coup, c'est un âge où on n'a potentiellement pas vécu beaucoup de véritables relations d'amour, voire pas du tout. Et donc, c'est plus simple et plus aisé de confondre ce sentiment avec celui que l'on va ressentir pour sa célébrité favorite. En plus de ça, ce sont des relations qui vont être, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, plus sécuritaires et individuelles, puisqu'on est seul avec soi-même, qu'on s'imagine cette relation et ce sentiment et qui n'est pas réciproque. Donc, c'est très sécuritaire puisque l'on explore finalement le sentiment amoureux et l'attirance dans son coin, seul, sans avoir à interagir avec une tierce personne. Et du coup, ces expériences d'amour que l'on va ressentir envers la célébrité sont beaucoup plus confortables à un âge où il y a énormément de jeunes femmes qui ne voient pas comment explorer le sentiment amoureux dans la vraie vie parce que justement, les représentants du sexe opposé ne sont pas tout simplement des gens avec qui on pourrait avoir des relations sécuritaires en fait, comme c'est le cas avec les relations qu'on peut entretenir avec sa célébrité favorite. La plupart du temps, évidemment, cet amour va s'exprimer par des pratiques très anodines que sont le fait de parler de la célébrité sur les réseaux sociaux, le fait de l'afficher dans sa chambre en poster, le fait de l'avoir en fond d'écran, le fait de créer peut-être un compte fan, le fait de porter du merch ou d'acheter du merch, d'acheter tout simplement les CD, d'aller au concert, lire des fanfictions, s'entretenir avec d'autres fans, de s'inventer des scénarios dans sa tête le soir. Vraiment, ça ne va pas dépasser ce genre d'attitude-là. Toutes ces attitudes-là et ce ressenti de profond amour que l'on a envers sa célébrité favorite, ça a un nom en psychologie bien précis qui s'appelle les relations parasociales. Les relations parasociales sont une notion qui a été conceptualisée par les sociologues Donald Horton et Richard Wall dans le Psychiatry Journal en 1956. Cette notion, elle réfère à une relation psychologique vécue par les membres d'un public avec des artistes et des personnages dans les médias et les arts. Ça peut être des présentateurs de talk show, des acteurs de cinéma, des personnages de la littérature ou des auteurs de littérature, des artistes musiciens, etc. Les spectateurs réguliers, donc les fans, ont l'impression de très bien connaître ces personnalités et donc par la même occasion qu'elles deviennent donc des personnalités familières, presque comme des amis. Et donc parfois ça va jusqu'au point où on a l'impression que cette personne est notre amoureux ou notre âme sœur. Les relations parasociales ressemblent psychologiquement à celles d'une interaction en face à face, avec la grande différence d'être unilatérale. Parfois ces relations rendent très malheureuses puisque l'on s'investit énormément dans la relation, quitte à penser que rien d'aussi bien ne pourra jamais nous arriver dans la vraie vie. Les relations parasociales ne sont pas du tout quelque chose de nouveau et tous les types de fandom y font face. C'est d'ailleurs énormément le cas aujourd'hui avec les influenceurs qui fondent en fait tout leur succès sur le fait de se présenter comme proches de bons amis, qui donnent des bons conseils et qui sont là au quotidien. Et ce sont donc des types de personnalités qui sont beaucoup plus promptes à permettre de créer des relations parasociales que par exemple des artistes beaucoup plus éloignés qui ne sont carrément pas sur les réseaux sociaux, ou même comme des artistes qui sont tout simplement plus distants sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont plus célèbres et donc il y a moins une possibilité d'interaction. Pour comprendre les causes de ce phénomène qui sont bien évidemment multiples et plus généralement du succès de la fan culture, on peut utiliser une réflexion qui a été posée par le sociologue Edgar Morin dans les années 60. Edgar Morin, il a analysé en fait pourquoi est-ce que Marilyn Monroe a eu autant de succès. Et lui, il a statué sur le fait que les relations que les fans portent à leur idole, et d'ailleurs le nom de idole est assez intéressant à analyser, en fait c'est tout simplement des relations qui sont parallèles au type de relations qu'on a dans les systèmes de religiosité. Au même titre que Dieu incarne pour les croyants une figure présente, une figure de confident qui est à nos côtés, même si c'est une forme de relation unilatérale puisque Dieu ne nous répond pas verbalement quand on
le prie ou quand on l'appelle, et que c'est une relation qu'on va quand même cultiver avec la foi, et bien en fait il en est de même pour nos artistes favoris, surtout dans des sociétés où la religion perd de plus en plus de place, et donc il faut qu'elle soit remplacée par quelque chose, cette religiosité, et c'est le système de la fan culture et tout simplement les industries culturelles et créatives qui ont permis de créer des produits qui ont remplacé ce besoin de religiosité et le socle de valeurs commun que la religion apporte, qu'une fanbase peut apporter également. Il existe néanmoins des situations dans lesquelles la relation parasociale va aller encore plus loin et devenir carrément dangereuse à la fois pour le ou la fan mais aussi pour le ou la célébrité. C'est dans le cadre de ce que l'on appelle l'érotomanie. L'érotomanie est un véritable syndrome médical de la catégorie des folies paranoïaques. L'érotomane, en fait la personne qui souffre d'érotomanie, est persuadée intimement d'être l'objet du désir de quelqu'un par le biais d'une construction intellectuelle délirante. L'érotomane va tout simplement se convaincre que plein de choses random sont des signes de l'attirance secrète de la célébrité, que la célébrité veut lui faire passer des messages. Donc par exemple avoir l'impression que telle référence à l'amour dans une chanson, le chanteur lui faisait référence à elle directement. Et ça a créé parfois des situations de stalking ou de choses comme ça. C'est des cas très rares, hein, l'érotomanie. Et c'est pas du tout vers où vont la majorité des fans, mais je pense que c'était quand même intéressant d'en parler parce que c'est quand même le côté extrême qu'on a souvent tendance à prendre en compte quand on veut parler des fans un peu hystérique. Donc là maintenant qu'on a statué sur le fait que quand même la plupart des fans avaient des relations certes très intenses qu'elles entretenaient avec leur célébrité favorite, mais qui ne vont pas jusqu'à l'érotomanie, il est quand même important de se rendre compte d'à quel point c'est quelque chose de massif, hein, le fait d'avoir une celebrity crush. Je pense que personne n'en a pas, même des personnes qui ne font pas partie de fanbase, même des personnes de 75 ans ont des célébrités qu'ils ou elles trouvent belles et c'est normal. Maintenant il y a quand même, quand on est jeune et on l'a dit, l'idée que c'est quand même des choses qui sont plus fortes, donc on arrive vraiment sur le concept de celebrity crush, mais au vrai point où genre tout celebrity crush t'as envie de mettre sa photo sur ton mur. Souvent ces célébrités sur lesquelles on va avoir un crush, elles sont connues parce qu'elles jouent dans des films, qu'elles jouent dans des séries, qu'elles écrivent des paroles de chansons, qu'elles se mettent en scène dans des clips, donc elles vont avoir une image à performer, et souvent cette image à performer, c'est tout simplement la seule chose que l'on connaît de la célébrité. Donc on va complètement plaquer l'un sur l'autre, ce qui fait qu'on va souvent avoir tendance à même confondre l'acteur et le personnage. Un bon exemple de ça c'est par exemple Leonardo DiCaprio jeune, qui évidemment est un celebrity crush extrêmement puissant, mais il est aussi puissant parce que surtout il a joué des rôles de jeune premier romantique iconiques comme le rôle de Roméo dans Roméo et Juliette ou le rôle de Jack dans Titanic, et que c'est ces rôles-là qui vont aussi participer à construire son mythe. Avoir un celebrity crush, c'est aussi tout simplement une façon de se construire soi-même. On va tenter de correspondre à des codes qui seraient ceux que l'on pense être attendus de la célébrité que l'on admire ou que l'on apprécie. On va donc se créer un imaginaire total dans lequel on ne fantasme plus seulement la célébrité mais aussi soi-même. Un exemple assez parlant de ça, ce sont les fans des One Direction qui racontaient qu'à 14 ans, elles se rasaient avant d'aller au concert dans l'optique de l'idée que peut-être un des membres les repérerait dans la foule et les emmènerait en backstage. L'idée quand même de se forger en fait soi-même, de forger ses expériences et tout simplement les rituels de la séduction dans le cadre de ce type de relation complètement fictive et unilatérale. Je trouve que ça se retrouve beaucoup aujourd'hui sur TikTok et particulièrement dans la pratique du shifting. Alors pour celles qui ne savent pas ce qu'est le shifting, et bien tout simplement c'est une pratique shiftée qui consiste à se concentrer très très fort pour entrer dans une forme de rêve conscient, mais que les shifters expliquent être le basculement dans une réalité parallèle, et donc c'est d'aller être en pleine conscience dans un univers parallèle qui est souvent un univers fictif. On peut donc aller shifter dans le monde d'Harry Potter, shifter dans le monde de Star Wars, shifter dans le monde de Marvel. Bon, mon avis sur la crédibilité de ça, et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est du mytho, peu importe, c'est pas le propos. Cette pratique elle est mise en scène souvent d'abord par le fait que les tiktokeuses, parce qu'elles sont majoritairement des femmes qui s'intéressent et pratiquent le shifting, elles vont expliquer comment elles font pour shifter. Un des trucs premiers quand on veut shifter, c'est d'écrire un scénario, donc plein de pages dans lesquelles on va raconter ce qu'on a envie de vivre dans cette réalité parallèle dans laquelle on va basculer, et ça passe par le fait évidemment de décrire les lieux, de décrire le scénario, les trames scénaristiques, mais aussi de décrire les personnages avec lesquels on va interagir, leur physique, leur personnalité, mais aussi son physique et sa personnalité dans la réalité parallèle. La plupart des jeunes femmes expliquent se décrire de façon beaucoup plus belles qu'elles le sont dans la réalité. Elles décrivent leur personnalité comme étant dénuée de tous les défauts qu'elles pensent posséder dans le monde réel pour apparaître plus maigres, de peau plus claire, avec des cheveux plus longs, moins bouclés. Toutes les choses que la société les a enjoints à ne pas aimer chez elles dans le monde réel, elles vont les supprimer. Et donc je trouve que c'est quand même intéressant de montrer à quel point dans ces relations complètement fictives que l'on se crée avec des personnages qui là en plus sont fictifs, c'est des relations dans lesquelles, au-delà du fait qu'on n'accepte pas le défaut de l'autre, c'est nous qui créons l'autre, donc on fait ce qu'on veut avec, on n'accepte pas non plus ses défauts. On est dans une relation qui n'est même plus fictive que d'un seul côté, mais des deux. Cette pratique de shifting, elle fait écho à un autre phénomène psychologique qui s'appelle le maladaptive daydreaming. Hello Wanda.
Cette condition elle a été décrite pour la première fois en 2002 par le psychologue israélien Eli Sommer. Il s'agit de personnes qui passent une partie préoccupante de leur temps éveillé à rêvasser de façon consciente, à inventer des situations, une relation, des discussions, etc. etc. C'est le témoin d'un refus de l'existence réelle et de se conforter dans une situation fictive qui nous convient mieux. Évidemment, je préfère prévenir en filmant cette vidéo, vous allez peut-être voir cette partie de vidéo et vous dire I do that. Le maladie dreaming, c'est quand vraiment ce genre de pratique bouffe ta vie, que tu ne travailles plus à l'école, que tu ne dors plus bien la nuit, que tu n'as plus de vraies relations sociales parce que tu es bouffé par ta rêverie, ce qui je pense n'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Enfin, je pense que c'est important de préciser que au-delà de construire un rapport de construction à soi assez particulier, eh bien paradoxalement, avoir un celebrity crush, c'est aussi se construire en relation avec les autres. En effet, on est très rarement la seule personne sur Terre à avoir un celebrity crush sur telle personne. Du coup, bah forcément, qu'est-ce qui va se construire? Eh bien, des véritables communautés qui vont être réunies par le fait d'être attirées physiquement et intellectuellement par la même célébrité. C'est la véritable création de ce que je vais avoir envie d'appeler des sous-cultures de l'attirance, c'est-à-dire que ce sont des sous-cultures, vraiment des groupes à valeurs différentes, à valeurs personnelles, qui vont se forger sur le fait d'être attirés par la même célébrité. Et même au sein de fanbase comme l'étaient les Directioners, bah en fait, chaque membre du groupe avait un sous-groupe de fans qui étaient les fans qui étaient attirés par lui en fait. Et c'est assez paradoxal parce qu'on pourrait penser que vu qu'il y a cette idée de relation, bah on a envie d'être dans la jalousie, la possessivité, mais souvent c'est pas le cas. Ce qui montre aussi qu'il y a une forme de conscience quand même chez beaucoup de jeunes fans, qu'elles ne sont pas réellement amoureuses ou réellement en relation avec la célébrité. L'attirance et le désir et le fantasme surtout deviennent des points communs qui vont mener à une collectivisation des ressources, même quand ces ressources portent sur des choses comme les muscles, la sexualité de la célébrité ou ce genre de trucs. Ça va passer par exemple par les fanfictions qui sont souvent extrêmement sexuelles. Il y avait des choses très gentilles, mais il y avait aussi beaucoup de fanfictions assez hard. Et les fanfictions qui sont produites par quelqu'un d'autre deviennent donc une véritable matière à construire sa propre relation fictive et sa propre fascination pour la célébrité. Du coup, j'aimerais qu'on se penche maintenant sur un concept un peu plus précis qui pourtant encapsule extrêmement bien la notion de celebrity crush et qui est peut-être l'expression qui résume le mieux le rapport au celebrity crush d'internet. C'est l'expression White Boy of the Month qui peut littéralement se traduire par mec blanc du mois. C'est d'abord une expression qui provient d'un mème qui a juste pour but de désigner le fait que tous les mois, internet va se saisir d'une nouvelle célébrité, un homme blanc, qu'elle va porter au nu et qu'elle va tout simplement célébrer comme genre la célébrité magnifique du mois. Il y a à peu près deux types de famous white men. Il y a ceux qui se renouvellent tous les mois et qui partent aussi vite qu'ils sont venus. Et puis il y a ceux qui petit à petit vont intégrer le temple finalement des ultimate white men. Il y en a quand même des dizaines et des dizaines. Sur les réseaux sociaux, la Holy Trinity, c'est un peu Harry Styles, Timothée Chalamet et Matthew Gray Gubler, mais il y en a des dizaines de milliers. Vraiment n'importe quel homme blanc, un peu maigre et qui a l'air de pas avoir dormi depuis longtemps, de fumer pas mal de cigarettes et d'avoir le regard un peu vide et tendre, et ben c'est un très bon white boy of the month. On a évidemment autant les frères Sprouse que Tom Holland, Dylan Minnette, Ross Lynch. Je l'ai dit, en fonction de ce qui est à la mode en ce moment, ça va marcher. Donc on a Paul Mescal qui a eu son heure de gloire quand Normal People est sorti, Josh O'Connor qui a eu son heure de gloire quand The Crown saison 4 est sorti, George McKay quand 1917 est sorti, l'acteur qui a joué Roger Taylor dans Bohemian Rhapsody. Pour dire à quel point c'est dans le renouvellement, c'est qu'à l'heure où je filme cette vidéo, eh bien l'homme du moment c'est littéralement Damiano David de Maneskin, donc le groupe italien qui a gagné l'Eurovision. Mais peut-être qu'à l'heure où cette vidéo sortira, ce ne sera plus lui, pour vous montrer à quel point Twitter s'enflamme, enfin Twitter et Instagram et globalement TikTok aussi maintenant, s'enflamme, puis redescend, puis s'enflamme, puis redescend, et nous offre ce magnifique zoo de White Boy of the Month dans lequel chacun peut piocher. Plus généralement en fait, au-delà même du fait qu'il faut qu'il y ait un moment précis pour en faire sortir un du lot, l'expression elle s'est mise à désigner n'importe quel mec blanc à l'air romantique et gentil, ceux qu'on pourrait aussi désigner avec l'expression internet boyfriends, donc les petits amis internet, les mecs que tout internet semble vouloir avoir comme petits amis. Ça va vraiment de tout, hein. Il y a Leonardo DiCaprio jeune, il y a Paul Rudd qui a 50 ans, il y a Chris Evans, on va avoir Andrew Garfield aussi qui va très bien marcher, il y a des gens qui considèrent que Roderick de Journal dégonflé est un internet boyfriend. Cette trend du White Boy of the Month, déjà elle démontre notre rapport en fait à la culture et aux célébrités. On est dans un rapport de consommation avide où on est perpétuellement en quête de chair fraîche, mais toujours fondé sur les mêmes caractéristiques. Cette quête d'un certain nombre de caractéristiques comme ça qui vont être présentes dans tous les White Boys of the Month, finalement elle met en avant un élément intéressant qui est à quoi ressemble l'homme idéal dans notre inconscient général sur internet. En sociologie, on va poser cette question avec la notion de masculinité hégémonique qui a été théorisée par la sociologue néo-zélandaise Raewyn Connell dans les années 90. La notion de masculinité hégémonique se propose d'expliquer pourquoi et comment les hommes
tout simplement continuent de posséder les rôles de domination dans la société par rapport aux autres identités de genre qui sont toutes perçues comme féminines dans la société patriarcale. Ce terme, il permet donc en fait de se questionner aussi sur à quoi ressemble la masculinité dominante dans telle ou telle société, puisque évidemment la masculinité hégémonique n'a pas la même expression selon le lieu ou l'époque. Elle est changeante, mais ce qui ne change pas, c'est tout simplement le rapport de force qu'elle possède. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, en Occident, le masculin possède le pouvoir parce qu'il possède la violence, la domination, et qu'il possède tout simplement tous ces atouts qui lui permettent de subordonner les autres identités de genre à lui. Pourtant, quand on se penche sur la liste de tous les internet boyfriends, ce qui ressort, c'est que quand même globalement leurs points communs ne sont pas des caractéristiques que l'on attend de la masculinité hégémonique, dominante ou viriliste. Au contraire, ils répondent tous à des codes esthétiques de comportement et de style plutôt doux et inoffensifs. Le sociologue Demetrakis Demetriou, il va réaliser une critique. Alors une critique en sociologie, ça veut pas forcément dire que tout est à jeter, mais montrer qu'est-ce qu'on peut apporter de plus et comment on peut augmenter la recherche. Lui, il a fait une critique du travail de Raoul Connell sur la masculinité, et lui, il est venu apporter une notion qui s'appelle la notion de masculinité hybride, qui est une notion qui je trouve intéressante pour tout simplement décrire tous les internet boyfriends, puisque la masculinité hybride, selon Demetriou, c'est tout simplement une masculinité qui va incorporer des éléments de féminin, sans que cela remette en question l'hétérosexualité de l'homme. C'est vraiment une masculinité qui va juste s'hybrider par le style. Et je trouve que ça permet très bien de caractériser le type de masculinité qui plaît à internet. Ça peut se traduire par une douceur des traits, le port de vernis, de bijoux, le fait de bien s'habiller, le fait d'avoir les cheveux longs. Un très bon exemple de ça, ce sont les chanteurs de glam rock dans les années 80, qui à la fois incarnent tout simplement une masculinité très viriliste, puissante, rock, qui séduit énormément les femmes, et en même temps qui s'exprime par tout un tas de caractéristiques physiques extrêmement féminines, des cheveux longs, du maquillage, etc., des talons. C'est un très bon exemple du fait que la masculinité hybride n'entraîne pas avec elle l'homosexualité de l'homme. En hybridant toutes ces caractéristiques féminines à sa masculinité, l'homme parfait selon internet n'est donc pas tout à fait un homme. On va terminer sur la notion de White Boy of the Month et d'Internet Boyfriend en montrant à quel point elles s'inscrivent aussi dans des véritables problématiques de genre et de race surtout. Lorsque je vous ai sondé sur Instagram et que je vous ai demandé vos celebrity crush, 99% c'était des hommes blancs. Dans nos sociétés occidentales qui se sont fondées sur le racisme, le colonialisme et la domination du groupe blanc sur le groupe des personnes racisées, forcément ça forge aussi un système de valeurs et d'exigences physiques qui se fondent sur les physiques blancs, ce qui fait que les caractéristiques physiques associées à la blanchité sont considérées comme les caractéristiques physiques idéales, tandis que les caractéristiques physiques qui sont associées tout simplement aux personnes racisées, sont considérées comme des attributs physiques moins bien. Par exemple dans les nez, où on va avoir tendance à vraiment surévaluer des petits nez fins et à trouver comme moches ou désagréables des nez plutôt crochus, bombés, plats, qui sont beaucoup plus tout simplement communs chez les personnes non blanches. Ça va se traduire surtout sur les types de corps, sur la taille des fesses, les cheveux, vraiment tout. En fait, toutes les caractéristiques physiques d'exigence font partie de ce que le regard blanc forge, va forcément faire en sorte que les White Boy of the Month sont en fait l'énorme majorité de nos celebrity crush, parce que la pop culture, nous, notre regard, les médias, ne font que mettre en avant des personnalités blanches ou qui correspondent au regard blanc, ce qui signifie que même les célébrités non blanches qui vont être appréciées par internet ou qui vont de temps en temps pop comme des internet boyfriends, ce sont souvent des personnalités non blanches dont le physique et les traits physiques vont correspondre quelque part aux exigences des traits physiques blancs. Et puis il y a aussi une notion de genre qui va jouer sur le principe de celebrity crush cette fois-ci. C'est tout simplement qu'il est clair que le genre influe sur nos exigences, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à placer sur le même niveau des hommes beaucoup moins beaux que certaines femmes, et donc à avoir aussi tendance à avoir moins de celebrity crush féminin, peut-être aussi parce que l'on est beaucoup plus exigeante envers les femmes, et du coup il est moins facile de trouver autant de femmes que l'on placerait sur un très très haut niveau d'attirance. Et puis également ça se joue aussi d'un point de vue de l'âge, puisque autant il y a des celebrity crush de tout âge et que on peut trouver autant des hommes de 19 ans que des hommes de 60 beaux, chez les femmes c'est beaucoup moins le cas, et l'extrême majorité des celebrity crush féminins ont entre 20 et 30 ans, et alors au-delà de 35 ans, c'est littéralement le désert, à part chez les lesbiennes, mais sinon vraiment c'est rien du tout. Il faut quand même prendre en compte toutes ces caractéristiques pour comprendre comment aussi se forge d'un point de vue enjeu de domination qui sont les beaux et qui sont les laids sur internet. Ainsi j'aimerais qu'on termine cette vidéo en parlant de l'éclairage que l'on peut porter sur les questions de féminisme, de patriarcat et d'orientation sexuelle au regard justement de ces celebrity crush masculins. Pour ça, je vous propose qu'on revienne tout d'abord sur une phrase que j'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, qui est que l'homme parfait sur internet n'est pas donc tout à fait un homme. Ça nous oblige donc à nous questionner sur pourquoi est-ce que la féminité est un critère aussi important et une exigence aussi importante dans les standards qui font que l'on trouve les hommes beaux. Une première réponse que j'ai envie d'apporter, c'est celle qui va se questionner sur l'orientation sexuelle et le lesbianisme à travers la notion de
compulsory heterosexuality, qui se traduit en français par injonction à l'hétérosexualité ou hétérosexualité obligatoire. Si c'est pas une notion qui vous parle du tout, c'est pas grave, on va l'expliquer tout de suite. Pour le faire rapide, cette notion qui a été pas mal développée par les féministes matérialistes, elle considère en fait que l'hétérosexualité, c'est ce qui permet aux hommes de s'assurer qu'ils auront possibilité toute leur vie d'avoir à leur côté une femme qui va faire pour eux tous les services gratuits que eux ne veulent pas faire. À manger, le ménage, à s'occuper des enfants, etc. etc. Ça leur permet aussi de s'assurer qu'ils continuent d'avoir de la domination sur les femmes, parce que à partir du moment où les femmes se mettraient à ne plus du tout avoir envie d'être avec les hommes, ce serait quand même très compliqué pour le patriarcat de continuer à autant prospérer. Du coup, pour s'assurer que l'hétérosexualité se perpétue bien, on va tout simplement s'assurer que depuis, même avant la naissance d'un bébé, la fille, on lui apprend tous les jours de sa vie que ce qu'elle doit vouloir, c'est l'approbation des hommes, l'amour des hommes et vouloir être en couple avec un homme. Ça va se traduire par exemple à la maternelle, quand une petite fille va traîner avec un petit garçon et qu'on va lui dire est-ce que c'est ton amoureux. Tout dans la société fait qu'on veut bien s'assurer que les filles n'envisagent même pas qu'il y aurait une autre option que celle de vouloir être attirante pour les hommes et acceptée et aimée par les hommes, et donc de ne vouloir que relationner avec eux. La conséquence première de cela, c'est donc comment savoir que l'on aime les femmes quand on ne nous a jamais appris que c'était possible et qu'au contraire, ça serait traduire notre nature première qui est l'hétérosexualité. On a tellement appris l'hétérosexualité que se découvrir ou se comprendre autrement, c'est une déconstruction qui est lente et complexe. La première chose que traduit l'injonction à l'hétérosexualité, c'est le fait que beaucoup de femmes qui n'aiment pas les hommes vont se forcer à entrer dans des relations amoureuses et ou sexuelles avec des hommes parce qu'elles pensent que c'est leur seule option et qu'elles n'ont pas d'autre choix que celui-là et qu'il faut bien se forcer, et évidemment ça va conduire à des expériences qui sont souvent traumatisantes et difficiles, et c'est ça la première chose à laquelle fait référence cette hétérosexualité obligatoire. Et ça peut vouloir faire référence au fait que l'immense majorité des femmes ne questionnent jamais leur attirance pour les hommes. Et du coup, pour déconstruire cette injonction à l'hétérosexualité, quoi de mieux que d'en cibler les symptômes, c'est-à-dire de faciliter la réflexion et la découverte de soi. Un des symptômes principaux, ou un des symptômes en tout cas qui est très efficace pour commencer à détecter cela, c'est tout simplement le fait de ne trouver beau, attirant ou désirable que des hommes célèbres ou fictifs, c'est-à-dire des hommes avec lesquels il sera impossible de relationner un jour. Donc c'est se prouver à soi-même qu'on aime les hommes, mais en n'ayant jamais à le mettre en place ou en vigueur, parce qu'on sait très bien qu'on n'aura jamais l'occasion de sortir avec tel homme. C'est aussi l'idée de se convaincre que si, on aime les hommes, parce que si telle célébrité, tel acteur ou tel personnage était dans ma vie, je sortirai avec lui. Déjà de 1, ce sera jamais le cas, et de 2, on ne retrouve jamais chez les hommes de la vraie vie les qualités que l'on associe à cette célébrité ou cet homme fictif. De plus, si on aime que des hommes fictifs ou que des célébrités et que tout ce qu'on aime chez eux, ce sont des caractéristiques qui sont plutôt associées au féminin qu'au masculin, souvent c'est aussi un indice important. Il y a quelque chose de l'androgynie qui est quand même un point assez commun entre l'expression de l'identité lesbienne et l'expression de cette identité de masculinité hybride. C'est déjà une piste de réflexion qui peut expliquer pourquoi on a une telle attirance pour les hommes dits androgyne, hybride, masculinité plus douce, etc., etc. Et évidemment, cette réflexion sur l'hétérosexualité et le lesbianisme, elle est très pertinente et elle éclaire beaucoup de choses, mais elle peut pas être la seule réflexion parce que le fantasme des hommes célèbres et fictifs, il touche tout le monde, et même et surtout les femmes hétéros. Pour terminer de répondre à cette question sur pourquoi il y a aussi grande part de féminité dans les caractéristiques des hommes que l'on trouve attirants, j'aimerais qu'on s'intéresse du coup à la notion des personnages fictifs, alors qui sont souvent interprétés par des acteurs qui sont eux-mêmes des celebrity crush, donc le truc se rejoint. Mais l'idée c'est quand même de se demander quel type de personnages font rêver les femmes en fait. Si on devait catégoriser les personnages d'hommes fictifs qui font rêver en deux catégories, d'un côté on aurait les personnages de bad boy. C'est pas ce que je vais aborder aujourd'hui, du coup je vous propose juste de vous mettre de la documentation à ce sujet en barre d'infos. Comme ça, si vous avez envie d'explorer les raisons pour lesquelles les femmes aiment les hommes violents ou trouvent que la violence peut être séduisante, ça s'explique par la misogynie intériorisée, c'est clair, mais il y a plus de références à dire, donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et puis de l'autre, il y a des personnages qui ressemblent à No White Boy of the Month, c'est-à-dire des personnages doux, gentils, aimants, attentionnés, inoffensifs, romantique. On peut traduire par un concept qui est le concept du female written male character, donc du personnage masculin écrit par une femme, qui est donc un personnage d'homme mais qui est écrit avec le regard féminin et avec toute la perception féminine. Donc c'est une femme qui va écrire un personnage d'homme comme elle aimerait que les hommes soient pour séduire et donner envie à des femmes qui aimeraient que les hommes soient comme ça. Ce sont tout simplement des hommes, des personnages d'hommes fictifs qui réunissent toutes les qualités que les femmes attendent et qui sont souvent du coup beaucoup des qualités de femmes ou liées à la féminité, parce que ce sont des qualités qui sont souvent par exemple celles du soin de soi, de la gentillesse, de la bonté, de l'écoute, toutes ces qualités qui sont en fait majoritairement liées à la féminité. Un très bon exemple de female written male character dans la fiction, c'est Laurie dans Little Women, dont même le surnom est un nom de femme et dont les qualités et les aspirations sont bien plus codées comme féminines que celle de Jo, qui pourtant est une femme, qui elle a un surnom masculin et qui est un personnage en plus codé comme lesbienne. Donc vraiment, Little Women et le Little Women en plus de Greta Gerwig, c'est vraiment un excellent film qui transpire absolument tout ce qu'on essaie de dire depuis le début de cette partie. Je trouve que c'est un très très bon exemple de female written character, donc un personnage masculin qui réunit finalement des qualités très
très féminine pour tout simplement apparaître comme l'homme idéal en fait, parce que Laurie c'est vraiment le jeune premier romantique dans toute sa splendeur. On peut aller plus loin avec cette analyse en reprenant un travail qui a été fait par la sociologue Janice Radway, qui a analysé sociologiquement l'acte de lecture de romans d'amour de femmes au foyer, des femmes qui étaient très friandes de petits romans d'amour type un peu harlequin, vous voyez, donc des romans un peu courtois avec des relations amoureuses assez passionnelles qu'elles consommaient dans les moments où elles ne s'occupaient pas de leur foyer, de leur mari ou de leurs enfants. Et que donc la lecture de ces romans était associée à un acte d'émancipation puisque c'était prendre le temps pour faire ce qu'elle voulait et donc fantasmer des relations qu'elle lisait. Janice Radway a utilisé pour ça l'expression de subversion douce en disant que c'était un moyen de subvertir le cadre patriarcal en utilisant ces romans et ces relations idéales pour échapper à leur propre relation amoureuse, à la propre condition qui ne leur convenait pas totalement en fait. Puis on peut aller plus loin encore en montrant que lorsqu'on se penche sur les relations hétérosexuelles fictives, beaucoup du coup de relations hétérosexuelles fictives sont des relations dont les rapports de pouvoir n'ont rien à voir avec des relations hétérosexuelles classiques, et en fait les rapports de pouvoir dans les relations fictives qu'on fascine sont souvent des rapports de pouvoir et des rapports qui sont beaucoup plus proches des rapports entre du coup deux femmes. C'est une analyse que Céline Sciamma a faite sur le film Titanic de James Cameron, que moi j'adore personnellement, et que Iris Bray a aussi repris en disant que Titanic c'était grave un film de female gaze. Voilà pourquoi c'est mon film préféré. Céline Sciamma elle a expliqué que en fait Titanic était un film qui pourrait complètement être un film qui représente une relation lesbienne dans laquelle Rose est une lesbienne très féminine et dans laquelle Jack c'est en fait genre a soft butch. Tellement le personnage de Jack n'est pas un personnage qui coche des cases de masculinité mais vraiment des cases de féminité, où en fait tout son comportement dans tout le film, vraiment je vous invite à revoir Titanic et à imaginer que Jack est une femme, et je vous jure que ça va transformer votre perception du truc, et surtout ça fonctionne super bien. C'est elle qui est en position de domination par rapport à lui. Lui est pas du tout un personnage de masculinité sauveuse, au contraire c'est lui qui est bloqué en bas à un moment, et c'est Rose justement qui vient le libérer en brisant ses chaînes. C'est pas du tout lui qui survit d'ailleurs à la fin, c'est lui qui meurt, il est dans le sacrifice. Pareil la scène de sexe dans la voiture, c'est pas du tout une scène de sexe hétérosexuelle dans le sens où ça n'est pas du tout codé comme ça. À la fin de la scène de sexe, c'est lui qui est un peu haletant, tout fébrile sur elle, et elle qui est en mode oui et tout. On peut se dire que c'est un film qui pourtant est une des relations amoureuses les plus fascinantes et les plus aimées de la pop culture, mais c'est une des relations amoureuses de la pop culture qui ressemble le moins à une relation hétérosexuelle. L'idée c'est pas de faire genre oh my god on n'a pas besoin de films lesbiens parce que on peut prendre n'importe quelle relation hétéro un peu sympa et dire oh bah ça pourrait être une relation lesbienne, parce que c'est vraiment pas le cas, genre absolument pas. Ni de dire que toutes les femmes sur terre qui fantasment sur Jack Dawson sont lesbiennes non plus. L'idée c'est surtout de dire que au-delà du fait qu'ils incarnent un désir pour la féminité qui serait intrinsèque forcément à toute femme, je dis surtout que toutes ces qualités dites féminines sont surtout des qualités qui ne sont pas existantes d'un point de vue général dans les relations hétérosexuelles, et qui du coup appellent à déconstruire des relations de pouvoir qui permettraient aux femmes d'être plus libres dans les relations. Cette déconstruction du pouvoir ne passe en tout cas dans la fiction que dans des relations dans lesquelles les hommes abandonnent leurs attributs masculins pour se tourner vers des codes et des dynamiques de pouvoir qui sont beaucoup plus proches de celles de femmes. Comment est-ce qu'on peut analyser ça ? Et ben on peut analyser ça, moi en tout cas je l'analyse comme ça, comme le témoin d'une société où on a une prise de conscience générale des dangers que peuvent représenter la classe des hommes sur celle des femmes. Il y a une véritable prise de conscience féministe, prise de conscience tout simplement que pour les femmes, eh bien les hommes peuvent représenter potentiellement, et même de façon préventive, tout le temps, un danger. Et ce danger, il va être associé inconsciemment, et la pop culture va participer aussi à le conscientiser, étant apporté avec lui par une masculinité viriliste, dominante, verbalement et physiquement impressionnant. Et du coup, quand on a pris conscience de ce lien qui pour moi est faussé, et c'est tout le sujet de mon mémoire, du coup tout ça vraiment cette chose qu'on reverra dans ma série sur mon mémoire, puisque on nous a fabriqué ce lien entre danger patriarcal et masculinité hégémonique forcément violente et viriliste, et bien on va avoir tendance à penser quand on est une jeune femme hétérosexuelle que l'on peut éviter cette situation et sortir de ce schéma en choisissant plutôt des hommes qui ne vont pas avoir une masculinité impressionnante ou viriliste, et du coup ça va se traduire par le fait d'être attiré par des masculinités beaucoup plus inoffensives. Et puisque dans le cadre mental, eh bien on associe gentillesse, douceur, etc. à la féminité, eh bien on est attiré par des hommes qui ne sont pas totalement ce que l'on attend du masculin. Ainsi, si la pop culture est pleine de couples hétéros bidons et vraiment misogynes, beaucoup de comédies romantiques et de romances iconiques de la culture ne ressemblent pas du tout à ce qui se passe véritablement dans un couple hétérosexuel dans le régime patriarcal. D'abord parce qu'évidemment c'est de la fiction, donc forcément les personnages sont meilleurs, moins bons qu'ils pourraient l'être dans la réalité, mais aussi parce que ces relations répondent à une idéalisation d'une relation qui se défait des enjeux de domination, en célébrant une masculinité inoffensive, respectueuse, désireuse d'égalité entre les deux membres de la relation. Parce que oui, même après des millénaires de féminisme, le simple fait que l'homme soit doux, gentil et respectueux constitue un miracle qui vaut la peine d'en faire des héros de romantisme que Jane Austen n'aurait pas renié. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Elle était extrêmement longue à filmer, alors je ne sais pas au montage combien de temps la vidéo va faire, mais alors à filmer c'était une torture qui m'a pris plus de 2 heures. C'était vraiment un plaisir de discuter de ce sujet là avec vous.
vous. C'est un sujet que moi j'ai trouvé hyper intéressant, j'ai super hâte de monter la vidéo. Je suis extrêmement excitée et impatiente de savoir ce que vous en avez pensé. Parlez-moi de vos rapports avec vos celebrity crush, parlez-moi des folies que vous avez faites en pensant que vous pourriez potentiellement finir en couple avec Harry Styles. Racontez-moi tout ça, je veux tout savoir, je veux aussi connaître vos avis, vos réactions, bref dites-moi tout, vraiment. Partagez cette vidéo si ça vous a plu. Comme d'habitude, moi en tout cas ça a été un plaisir de vous retrouver pour ce 4e épisode de ma série sur la fan culture, qui est une série que j'adore, qui n'est pas terminée. Vraiment je vous rassure, j'ai encore plein de sujets que j'ai envie de traiter. Peut-être juste être mise en pause un petit peu de temps pour vous proposer des vidéos de ma série tirée de mon mémoire, mais qui va reprendre plein de choses dont on a déjà parlé et qui va juste les éclairer différemment et vous apporter des nouvelles choses. Bref, j'espère qu'elle vous plaira. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve partout sur les réseaux sociaux et d'ici là, ciao.